humeur et la modestie. Voilà. Alors, la recherche collective suppose une dimension managériale, c'est-à-dire que vous travaillez avec des personnes. J'ai eu l'occasion d'exercer des fonctions de direction de service à l'université, rien à voir avec la recherche, mais où le management c'est un élément important. On n'est pas formé, en tout cas moi je n'ai pas été formé pour ça. Ça m'intéresse bien sûr, mais je ne peux pas dire que j'ai été formé. Et j'en ai tiré la conclusion que créer une sorte d'animation de groupe et une ambition collective, ça a un coût. Parce que amener à ce que quelqu'un se déplace d'un endroit à un autre et travaille sur autre chose que sur ce qu'il a l'habitude de faire, c'est une façon de prendre un peu le contrôle de l'autre. Et ça, les gens, d'une manière ou d'une autre, peuvent être très contents, mais d'un autre côté, ça a des effets qui peuvent être très violents. Donc, faire de la recherche collective, c'est être non pas un patron, non pas un chef, mais un gentil organisateur qui essaye de mettre de la bonne humeur, de l'espoir, de la perspective, de créer des opportunités pour les autres. C'est être capable de dépasser ce que l'on est. Moi, j'ai les deux. J'ai une recherche individuelle et une recherche collective. Je n'ai pas besoin de la recherche collective pour faire ma recherche individuelle. Je n'ai pas besoin de ma recherche individuelle pour faire ma recherche collective. Mais les deux mondes, évidemment, communiquent et se nourrissent. Et le tout, c'est de bien dissocier. J'existe dans ma recherche individuelle. Je ne cherche jamais à exister dans une recherche collective. J'en ai pas besoin. J'ai ce qu'il faut par ailleurs pour le faire. Donc ça, c'est un premier élément de bonne humeur. On n'est pas un patron, comme on l'est dans une direction de service, par exemple. Ça n'a rien à voir. On est quelqu'un qui crée les conditions d'un travail collectif. La modestie, ça va de pair avec ce que je viens de dire. La recherche collective, c'est un vrai point d'interrogation. Il y a des chercheurs qui ne comprennent pas la recherche collective parce qu'ils pensent qu'une bonne recherche est une recherche maîtrisée de bout en bout. Mais je plains la tristesse dans le monde dans lequel ils vivent. Un monde intéressant est un monde rempli de questions. Il faut savoir ouvrir un champ sans savoir si on arrivera au bout de ce champ et si on arrivera au terme de cette recherche collective. Donc, je crois que la recherche collective, c'est être modeste sur les réalisations. Alors, bien sûr, si cette recherche collective est soutenue, ne serait-ce que par de l'argent public, il faut rendre compte de l'usage de cet argent public, mais au-delà de cette exigence, bien sûr, de rendre compte, je pense que le premier prérequis, c'est de tenter l'aventure sans savoir exactement où on va arriver. Je crois que le premier présupposé, c'est l'autonomie des disciplines. Il faut se débrouiller pour considérer qu'aucune discipline n'a plus de capacité qu'une autre à appréhender un objet. Donc ce n'est pas le droit qui va faire la leçon aux autres disciplines, ce n'est pas une autre discipline qui va faire la leçon au droit, c'est deux disciplines qui vont se donner un même objet d'étude. Et c'est là que les difficultés commencent, c'est comment je définis un même objet. Dans le projet If It Is, sur la circulation totale au-delà du contrôle, j'ai une chance, c'est que mon objet n'existe dans aucune discipline. Je l'ai vérifié, je suis allé voir une dizaine à peu près d'interlocuteurs, notamment sur la région de Lyon, où on a 18 établissements dans une même structure fédérative, et j'ai observé à chaque fois que mon objet n'existait pas pour les autres. Alors ça, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une discipline qui a un avantage compétitif sur les autres. Et ça veut dire que tout le monde est obligé de faire un pas de côté, de se déplacer par rapport à son centre naturel d'intérêt. Ça, c'est quand même une première garantie. Parce que du coup, les autres disciplines ne vous regardent pas comme étant celui qui va, en gros, remettre en question les constructions épistémologiques de l'autre discipline, mais il va regarder quelqu'un qui regarde un objet qui n'est pas un objet de sa discipline, qui n'est pas un objet d'une autre discipline en particulier, mais si on arrive à convaincre que cet objet présente un intérêt, eh bien,
Tout le monde, en quelque sorte, se déplace de là où il est pour aller vers un objet commun de discussion. Donc, premier élément, définir un objet commun. Deuxième élément, très difficile, qui parle le premier? Dans quel ordre? Alors, là, la réponse, évidemment, elle varie. Pas nécessairement la même chose selon les démarches. L'expérience que j'ai eue avec une économiste en particulier, on a écrit 5 papiers au jour d'aujourd'hui, c'est que ça dépend des sujets. Il y a des fois où j'ai parlé le premier, et il y a des fois où c'est l'économiste qui a parlé le premier. Le récent travail que je viens de terminer avec un informaticien, c'est lui qui a parlé le premier. C'est lui qui a explicité un phénomène que je n'étais pas capable de comprendre, et moi j'ai essayé de le traduire comme j'ai pu dans les constructions juridiques. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important de savoir dans quel ordre on parle. Bon. Dernier point, pour quel résultat? Où est-ce qu'on veut arriver? Alors, dans le cas du projet If It Is, la dimension, elle reste d'abord pluridisciplinaire. Elle n'est pas transdisciplinaire, elle est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de fondre les disciplines dans en gros, ce qui serait une nouvelle discipline, ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de nouvelle discipline. Il y a des disciplines, il y a de moins en moins de nouvelles disciplines, on va dire. Il y a des disciplines qui prennent le pas sur d'autres, par spécialisation, transformation, mais c'est quand même ça ce qui se passe. Donc mon objectif n'est pas de créer une véritable transdisciplinarité, mais beaucoup plus modestement, d'amener une capacité de faire parler différentes disciplines sur un même objet pour que chacun dans sa discipline ait une vision un peu moins pauvre de l'objet étudié. Disons que j'ai bien conscience que ma recherche suppose forcément beaucoup de travail, et un travail qui me fait gagner ma liberté. C'est-à-dire que je me méfie de ma propre bêtise. Le chercheur, c'est quelqu'un qui doit avoir une capacité à se remettre en question. Voilà. Et donc, en vieillissant, faut faire attention de ne pas devenir sa propre source d'alimentation. C'est totalement toxique. Et c'est pour ça que je bouge. Parce que à chaque fois, ça m'oblige à me réadapter. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis obligé de reconstruire des liens de confiance, reconstruire des liens de travail, reconstruire des partenariats. Alors c'est beaucoup d'efforts, c'est énormément d'efforts, mais c'est, je crois, le prix à payer pour ne pas sombrer dans sa propre bêtise. Alors la mobilité, il ne faut pas croire qu'elle est purement géographique. La vraie mobilité est intellectuelle. Après la question de géographie, il faut pouvoir bouger, les contraintes familiales qui fait qu'on ne peut pas bouger, il faut aimer bouger. On ne fait pas l'apologie de la mobilité géographique. On peut faire toute sa carrière dans une université et avoir une vraie mobilité intellectuelle. C'est pas la question. Je dis simplement que les logiques de patrimonialisation, moi je ne les comprends pas. Je ne comprends pas les universitaires qui se prennent pour leur matière. Je ne comprends pas. D'autant que plus aucun universitaire n'est capable de tenir une matière à lui tout seul. Et donc, il faut avoir cette humilité de considérer qu'on ne se ramène pas à l'objet qu'on étudie, on est dans un rapport aux objets que nous étudions, et ce rapport, il est dialectique et il est fait, de mon point de vue, de mobilité. Ça dépend un peu des chroniques. Dans les 3 chroniques que je mène actuellement, il y en a une qui est une recherche collective, dans le cadre de mon équipe de recherche, sur l'application du droit de l'Union européenne par le juge judiciaire. Là, c'est vraiment du travail collectif, c'est-à-dire de l'animation. Il y a une équipe solide maintenant. On a valorisé en plus notre chronique avec un beau colloque, avec la participation du premier président Canivet. Les choses vont tout seules, c'est-à-dire que chacun a un peu son domaine, et moi je suis là pour créer l'animation de groupe, on va dire, répondre aux questions, éventuellement faire des suggestions, éventuellement
mais c'est pas quelque chose qui me demande un gros travail. Je suis le gentil organisateur dans l'affaire, rien de plus. La deuxième chronique que je peux évoquer, c'est la revue des contrats. Alors là, ça me demande peu de travail parce qu'on est 4, que j'ai 2 contributions à faire par an. Je passe très peu de temps. En gros, mon travail est d'expliquer ou d'essayer d'expliquer au lecteur de la revue des contrats, qui est essentiellement un civiliste, qu'il existe un autre droit européen des contrats. Donc j'ai toujours la même idée. Je multiplie les entrées en leur disant il n'y a pas simplement le droit des contrats écrit à la façon du titre 3, livre 3 du Code civil français. Il y a aussi le droit européen des contrats, qui est la rencontre entre le droit de l'Union européenne et le droit des contrats. C'est exactement la même chose que ce que je disais pour le droit international privé et ses rapports au droit européen. Et donc, sur la période de veille de 6 mois, sans prétendre à l'exhaustivité, je prends 1 ou 2 éléments, et je ne passe pas beaucoup de temps, pas plus de demi-journée peut-être, et je rends compte de cette actualité, pas de manière très approfondie, mais de façon à ce qu'elle entre dans la perspective d'une approche du droit des contrats par le droit civil. La dernière chronique est pour moi plus importante en termes de construction, la chronique interaction, droit international, droit européen. D'abord, je dois rendre hommage au directeur du CLUNE, Jean-Michel Jacquet, de m'avoir fait confiance. Alors, je me suis assez vite rendu compte que tout seul, c'était quand même pas raisonnable. J'ai eu la possibilité de rencontrer, de travailler avec Sébastien Touzé, qui a la particularité d'être publiciste, spécialiste du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, que je connais qu'en seconde main. Je ne suis pas un spécialiste du droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, ça faisait une bonne complémentarité avec moi, privatiste de formation et plutôt spécialiste du droit de l'Union européenne. Et donc, chacun, nous couvrons, on sépare les champs, les 2 objets d'étude, l'Union européenne dans ses rapports au droit international, la CEDH dans ses rapports au droit international. Et on fait, c'était la marque de fabrique de la chronique dès le début, qu'a accepté Jean-Michel Jacquet. Ce n'est pas une chronique de seule actualité, on rencontre de l'actualité, mais c'est une chronique, ce que j'appelle de doctrine juridique. C'est-à-dire que chaque année, on essaye de développer un thème qui pourrait être un sujet de thèse, un sujet de colloque, un sujet de livre. Alors nous, on le fait modestement, à l'aune de l'actualité, mais on fait le choix d'orienter notre chronique sur un thème. Cette année, on a travaillé sur le thème de l'équivalence. C'est une idée de Sébastien Touzé. On avait en vue 2 arrêts de la CEDH qui sont tombés pile poil pour que les fasse rentrer dans la chronique. Donc ça, c'était bien vu, notamment de la part de mon ami Sébastien. Et on a développé le thème sans prétention. Simplement, il s'agit de faire résonner l'actualité dans une perspective qui est un peu plus intéressante que simplement l'actualité. Voilà.